is dead. What? They like the dark. Jay, any luck? Just a minute. There's nothing cute about them. They've come a long way, and they're hungry. Je vous dis pas comment ça fait du bien de retravailler sur... Bonjour, pardon. Je ne vous dis pas... Ah, je m'embrouille. Reprenons dans l'ordre. Bonjour, je vous dis pas comment ça fait du bien de retravailler sur du vrai cinéma et non pas Evil Knight. Je vais cracher sur Evil Knight dans le podcast Evil Knight, je continuerai à cracher sur Evil Knight jusqu'à la fin de tous les temps en fait. Cet épisode, faut le voir un peu comme un bonbon qu'on te donne après avoir fait une prise de sang. La prise de sang étant Evil Knight, ça fait mal, c'est un peu chiant. Et le bonbon, ben, c'est tout doux. Et c'est ce qui va arriver maintenant parce que Lost Skeleton of Cadavra, c'est vraiment génial. Une saga que j'ai eu l'immense privilège de découvrir pour ce podcast, comme la majorité des films d'ailleurs que je chronique dans ce podcast. C'est toujours un banger de découvrir des films et de pouvoir en parler, de faire des petites recherches. Mais Lost Skeleton of Cadavra, c'est une petite pépite. Et ça va nous faire du bien. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même faire une petite introduction personnelle sur le fait que moi, j'adore les films parodiques. Lost Skeleton of Cadavra en étant un. On va le voir en quoi c'en est un et en quoi c'en est pas un. Enfin bref. On verra ça plus tard. J'adore les films parodiques parce que Scary Movie est le point de départ de ma culture cinématographique horrifique et au final de ma culture cinématographique globale. Aussi mauvais soit-il, aussi critiqué soit-il, j'ai une passion éternelle pour ces films parce qu'ils me rappellent déjà un élan de nostalgie, un élan de début, et ayant vu Scary Movie en premier avant tout autre film d'horreur, m'a permis de m'intéresser aux films d'horreur qui ont été parodiés, et au final de revoir Scary Movie derrière, et de encore plus aimer le film, parce que je me disais, ah waouh, ça parodie dit ça du coup, et maintenant que j'ai la ref, bref, c'est les débuts. Et je les défendrai toujours, parce qu'en ayant vu une majorité de films qui ont été parodiés ou référencés dans ces films, je comprends à quel point, enfin surtout les deux premiers d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je parle du reste, j'adore Scary Movie 3, j'adore Scary Movie 4, mais c'est la nostalgie qui parle, ils sont fondamentalement mauvais. Enfin bref, je disais que je comprends après les avoir vus maintes et maintes fois à quel point les frères Wayans ont taffé leur sujet, à quel point ils ont bouffé une tripotée de films d'horreur pour en reprendre les codes. Les codes, je sais qu'on parle beaucoup de codes, mais là c'est le cas. On reprend les codes et on le met avec cette patte un peu burlesque, un peu humour, comédie américaine, un peu loufoque, lourdingue. C'est le cas de le dire, hein, c'est un peu lourd Scary Movie, c'est américain, c'est gras, c'est dégueulasse, mais on aime ça. Et ce qui est génial aussi avec les Scary Movie, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir toutes les refs, avoir vu les Scream, tu peux totalement regarder Scary Movie sans avoir jamais vu aucun autre film d'horreur et complètement apprécier le film. Et t'en ressors de là, tu viens de te faire spoil Scream, tu viens de te faire spoil Usual Suspects, mais toi t'en as aucune idée. C'est pour moi la force majeure de Scary Movie, aussi critiqué soit le film encore une fois, c'est que tu peux le regarder avec un œil de fan comme tu peux le regarder juste en tombant sur RTL 9 je sais pas, samedi soir en deuxième partie de soirée, tu vas autant kiffer le film. T'as des gens comme ça, c'est des magiciens, ils ont taffé sur un gros dossier, ils te sortent le dossier mais ils font en sorte que tu puisses kiffer le film sans ce dossier. Ça c'est génial, tu peux prendre plein d'exemples comme... Ça me fait chier de le dire parce qu'il est dans l'actualité avec Paul Dano et tout, parce que j'enregistre en novembre d'ailleurs, faut pas l'oublier, ça j'enregistre en novembre, mais celui-là il sort en février, donc bonne année par ailleurs. Mais Tarantino avec Once Upon a Time in Hollywood, il y en a plein en France qui ont kiffé le film et qui ont pas la rêve de Charles Manson et qui sont sortis de là, ils se sont dit ouais c'est génial, après tu leur expliques qu'en fait il y a une rêve derrière Charles Manson, Sharon Tate, Polanski et tout le bordel, ils sont là ah ouais d'accord je savais pas, et pourtant ils ont kiffé le film. Et moi j'allais même plus loin en disant par exemple The Zone of Interest de Jonathan Glazer, je pense que, bon c'est dur de pas avoir la rêve d'Auschwitz, enfin, franchement faut être vraiment teuteux. Mais il y a un tel élan artistique dans ce film que même si tu passes à côté du truc sonore et tout, je te jure, il y a une vraie mise en place de la contemplation qui te fait que waouh, ça devient hypnotisant, et même si tu penses même pas à Auschwitz, le film est dedans. Je sais que c'est un peu grave ce que je suis en train de dire et que le film est magique pour ça et que voilà, mais il y a des gens, c'est des magiciens. En parlant de magiciens, nous pouvons donc introduire notre protagoniste du jour qui n'est autre que Larry Blamire avec son film Lost Skeleton of Cadavra. C'est la même chose, parce que grâce à ce film, je peux me placer comme ce deuxième type de spectateur, c'est-à-dire ce spectateur qui n'est pas intéressé par ce genre de cinéma, ou alors qui n'a pas fait les recherches nécessaires ou la démarche de s'intéresser à quel genre de film est codifié, quel genre de film est parodié dans Lost Skeleton of Cadavra. Là où j'adule Scary Movie parce que peut-être que Scream est peut-être un de mes films préférés, alors que je fais que de dire que j'ai pas de film préféré, parce que waouh, le cinéma est tellement large, c'est Scream. Alors que devant Lost Skeleton of Cadavra, bah j'arrive tout nu, j'ai un gros manque de culture dans les années 50, dans les années 60, même que ce soit SF ou même toujours confondu, j'ai un manque de culture, 40, 30, vraiment j'en ai pas vu énormément des films là-dedans.
mon bagage, il peut passer en cabine. Et ce qui est trop bien, c'est que Love Skeleton of Cadavra me donne envie de découvrir un genre de film dans lequel je ne me suis pas encore plongé, comme quand j'étais tout petit et que je regarde Scary Movie et que je me dis waouh, bon là j'ai agrandi ma culture depuis le CM2 quand même, j'ai trifouillé à droite à gauche, mais n'empêche que ça, il y a toujours le même pattern, hein. Ce film me donne envie, parodique, me donne envie de découvrir les films qui sont parodiés. Même si on verra que c'est un film qui parodie les codes des films et non pas les films. Là où Scary Movie c'était vraiment un film qui parodie les films. Enfin bref, nous d'une manière enjouée, ça va nous permettre de lancer ce podcast qui factuellement est lancé depuis quelques minutes déjà. Enfin bref, et d'introduire notre cher Larry Blamire. Alors, disclaimer, encore une fois, il y aura beaucoup de disclaimers comme dans chacun des podcasts. Si je dis Larry Blamire par instant, c'est parce que dire Larry Blamire, je vais forcément me tromper dans mes notes. Donc si je dis Larry Blamire, m'en voulez pas. Pardon s'il y a des gens de la famille de Larry Blamire qui passent par ici. Apologize for my wrong pronunciation. Voilà, mon anglais est terrible, aussi terrible que ce micro. J'ai eu un problème de micro, pardon s'il y a des changements de texture, de je ne sais quoi, je m'y connais pas en voix. Par contre, je m'y connais en lecture de page Wikipédia, et il y a une chose que je peux vous dire, c'est que la biographie de Larry Blamire est totalement folle. Ce gars est un touche-à-tout. Et je dis ici page Wikipédia parce qu'en interview, il parle jamais de son passé, Larry Blamire. Enfin si, il en parle, mais il en parle jamais avec précision et détail. Il survole ça pour justifier un peu ce qu'il y a dans The Lost Skeleton. C'est chiant. Du coup, je me fie à sa page Wikipédia, j'ai fait des recherches annexes, ça reste intéressant. Alors, j'ai pas son âge, mais j'ai estimé, 1955, sa date de naissance. C'est une estimation faite par le podcast Carnivoras qui ne vaut absolument rien, mais on va dire qu'il est né dans ces eaux-là. Alors, Larry Blamire, c'est un gars du Massachusetts. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a passé sa vie à Boston. Tant mieux parce qu'il a accompli des grandes choses là-bas. Bon, monsieur a toujours été un peu artistique, même dans ses études, puisqu'il a étudié l'illustration à l'Art Institute de Boston. Pas chiant. J'ose imaginer qu'il avait déjà un certain talent dès son plus jeune âge, parce que dès 75, on le rappelle, il est né en 1955 selon nos estimations frauduleuses, mais dès 75, il va inclure son propre personnage que lui-même a créé, qui s'appelle The Predator, dans la BD The Ace of Spades. Alors j'ai trouvé quelques scans sur internet, on peut déjà voir une science du découpage qui cache une multitude de personnages, et c'est une chose très récurrente dans le cinéma de Larry Blamire, on va le voir très vite de toute façon. En tout cas, dès ses débuts, il est déjà en place dans le milieu de l'illustration, et ça pas que du côté des comics, parce qu'il travaille aussi pour un magazine qui n'est autre que le Galileo Magazine of Science Fiction, pardon de la prononciation encore une fois. C'est un magazine qui a eu une certaine cote de popularité dans les années 70-80 parce qu'il recueillait des épisodes de romans de science, et pour ceux que ça intéresse, moi je connaissais pas, mais ça a notamment permis de recueillir pas mal d'épisodes d'un roman assez célèbre qui c'est The Ringworld Engineer de Larry Niven. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui connaissent, voilà, ça a été popularisé en tout cas par le Galileo Magazine. En parallèle du Galileo Magazine of Science Fiction, Larry travaille aussi sur le Aboriginal Science Fiction. Ça fait beaucoup de science fiction, mais c'est pas là pour rien. Bon, on commence à le comprendre, lui Larry, ce qu'il kiffe c'est la bonne vieille SF, et il y a juste qu'à regarder les covers du Galileo Magazine ou ceux de Aboriginal, je vous laisserai jeter un coup d'œil, mais tu sens déjà qu'il y a de l'inspiration de la bonne vieille SF de l'époque, et ça va le suivre longtemps. Ce que je vous ai pas encore dit, c'est que Blamire, en plus d'être un illustrateur hors pair, c'est aussi, il a un package d'acting quoi, c'est un acteur. Mais attention, pour l'instant, c'est un package d'acting qui n'est que purement théâtral. Blamire, il fait partie d'une troupe de la Commonwealth Shakespeare Company ou la CSC. Non, juste la CSC c'est l'acronyme, mais CSC. Cette compagnie elle a été fondée en 96, et 96 c'est une date importante à retenir parce que là je vais parler de la carrière théâtrale de Larry Blamire pour introduire sa carrière cinématographique, mais il faut savoir qu'il y a des éléments de la carrière cinématographique qui se sont passés à peu près dans ces eaux-là, c'est-à-dire vers 96. Et donc cette compagnie fondée en 96, elle permet d'offrir gratuitement des représentations de Shakespeare en plein air aux habitants de Boston. Je trouve l'initiative folle, vraiment, d'apporter la culture comme ça à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer pour aller voir une pièce de théâtre, et même de leur permettre de s'intéresser à ça. Je trouve l'idée géniale, et ça glorifie d'autant plus Larry Blamire de donner des représentations qui, j'imagine, sont gratuites et donner de son temps pour propager la culture, c'est fou. Même si j'ai cru comprendre en interview qu'il a dit qu'il avait jamais eu trop de gros rôles sur les pièces, je m'y connais pas en pièces de théâtre de Shakespeare, mais en tout cas il n'a pas eu les plus gros rôles, mais ça lui a permis en tout cas de rencontrer plein de monde différents qu'on va retrouver un peu plus tard dans ces films justement. Sauf que notre cher Larry Blamire ne s'arrête pas qu'à l'acting parce qu'il est passionné et parce qu'il faut bien remplir ses poches, et c'est aussi quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre. Oui. Ses deux premières pièces de théâtre qu'il va écrire sont In the Nation et une adaptation de Robin des Bois, et qui vont être largement saluées par la critique. Donc je crois que pour Robin des Bois, il l'a écrite et il a joué dedans, mais il ne l'a pas mise en scène, et je crois qu'In the Nation, il l'a mise en scène parce que c'est un metteur en scène en plus. Voilà. Le gars est multicasquette. Des pièces de théâtre, il va en faire une tripotée, ce qui va lui valoir un certain succès, il va recevoir des prix, il va attirer des personnes qui sont bien placées, recevoir des commandes.
Il commence à être bien en place quand même. J'en connais un qui est moins en place et c'est le câble de mon micro alors que la grêle est en train de taper à mon carreau, c'est génial. Les conditions pour enregistrer ce podcast sont... D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Larry Blyhammer, il va écrire et mettre en scène une pièce de théâtre du nom de Interface, et c'est un thriller de science-fiction qui est inspiré de la prétendue expérience de Philadelphie. Donc voilà, pour les amateurs de théorie du complot, c'est cadeau, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est un truc un peu à base d'aliens, et Dieu sait que Larry Blyhammer, il adore tout ça. Bon, je crois qu'on a compris que Larry Blyhammer, c'est quelqu'un dans le monde du théâtre et qu'il adore ça, et s'il y a une pièce de théâtre qu'il faut retenir de lui, qu'il a écrite et mise en scène, c'est Bride of the Mutant Tomb. Et pour vous la faire courte, Bride of the Mutant Tomb, c'est tous les codes de Lost Skeleton of Cadavra en pièce de théâtre. En fait, c'est un peu l'origine de Lost Skeleton of Cadavra. Mais déjà, dès le titre, tu comprends. Hein, c'est une combinaison de plein de mots-clés, des titres phares des années 50. Et ça, on aime. Hein, vraiment, tu segmentes Bride of the Mutant et Tomb. Tu retrouves ça dans la plupart des films des années 50, SF, série B. On pourrait faire une liste et elle serait aussi longue que je sais pas, elle serait aussi longue. Alors Bride of the Mutant Tomb, c'est les codes de Lost Skeleton of Cadavra, mais c'est une toute autre histoire. Ici, ça raconte l'histoire, encore une fois, d'un réalisateur qui veut faire son film low budget et qui va s'entourer d'une équipe de bras cassés. Et toute la pièce de théâtre va se porter là-dessus. Mais ce réalisateur, ce n'est pas n'importe lequel parce qu'il est inspiré d'un réalisateur que vous connaissez peut-être très bien. C'est un réalisateur dont le travail est super important pour Larry Blyhammer. En tout cas, c'est une grande source d'inspiration. Je vais arrêter de faire tourner le suspense. Il s'agit du réalisateur Ed Wood, dont son film le plus connu est le film qui a majoritairement inspiré Larry Blyhammer dans ses travaux, qui n'est autre que Plan 9 from Outer Space. Je sais pas si vous voyez, il est archi connu comme film. Alors peut-être que Plan 9 from Outer Space ça vous dit rien, mais le premier film d'Ed Wood va potentiellement plus vous parler parce qu'il s'agit de Glen or Glenda. J'ai toujours pas vu Glen or Glenda, j'ai extrêmement envie de le voir, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est un film qui traite d'une façon un peu glissante, mais après on est dans les années 50, de la transidentité, et ça a l'air d'être un film quand même assez important au point que c'est un des films préférés d'un des meilleurs réalisateurs américains à mon sens, qui n'est autre que David Lynch, qui nous a quittés, paix à son âme. Au-delà de David Lynch, si on revient dans un paysage qui est un peu plus horrifique, Glen or Glenda aurait touché un certain Don Mancini. Et peut-être que ce qui vous évoquait Glen or Glenda, ça me dit quoi? Ben oui, c'est le prénom du fils de Chucky. Quant à Chucky qui veut l'appeler Glen parce qu'il pense que c'est un garçon, et Tiffany qui veut l'appeler Glenda parce qu'elle pense que c'est une fille. Voilà, c'est chez Don Mancini que moi aussi j'ai connu pour la première fois Glen or Glenda, et quand j'ai fait les liens, je me suis dit oh waouh. Il y a un truc qui m'a fait pas mal rire quand j'ai écrit ce podcast, c'est la façon dont la page Wikipédia décrit les films de Ed Wood, sa propre page Wikipédia. Alors je vais vous le lire parce que ça m'a fait rire. Les films de Ed Wood sont connus pour leurs aspects kitsch, leurs erreurs techniques, leurs effets spéciaux peu sophistiqués, l'utilisation d'images d'archives mal assorties, ça d'ailleurs faut le retenir, leur distribution excentrique, leur histoire particulière et leur dialogue non séquitur. Alors, un peu de culture, je ne savais pas non plus. Non séquitur signifie en latin qui ne suit pas les prémices. Et c'est pas fini parce que le plus drôle là-dedans, qui n'est à mon sens même pas drôle parce que je trouve ça hyper glauque, c'est les films de Wood sont restés largement obscurs jusqu'à ce qu'ils reçoivent à titre post-mortem un Golden Turkey Award du pire réalisateur de tous les temps en 1980. Genre le gars il est mort, laissez-le tranquille. Le gars est mort et vous lui décernez le prix du pire réalisateur. Je trouve ça glauque à souhait. Alors faut savoir que le Golden Turkey Award il est attribué aux films jugés de piètre qualité par les auteurs ainsi qu'aux réalisateurs et acteurs dont l'œuvre est considérée comme une ineptie chronique. Waouh, rien que ça. Après attention, la Golden Turkey Award c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on va pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'on pourrait faire 10 podcasts sur les films qui sont là-dedans. Mais j'ai un peu regardé et il y avait un titre qui a attiré mon attention qui n'était autre que Jésus-Christ Superstar. Je me suis dit à l'a priori du titre que ça allait un nul à chier et ben non en fait c'est super bien noté sur les sites de review, donc ça me donne envie de regarder Jésus-Christ Superstar. Donc je vous dirai ce qu'il en est, je vous dirai si ça mérite son Golden Turkey Award et auquel cas Golden Turkey Award sera validé, et si Jésus-Christ Superstar c'est génial, bah, je lancerai une campagne de propagande pour le cinéma d'Ed Wood. Mais revenons à Bride of the Mutant Tomb, et dans sa longue panoplie de pièces de théâtre, si on a bien une à retenir pour le podcast et pour Lost Skeleton of Cadavra, c'est bien Bride of Mutant Tomb, parce que tu vas retrouver tous les codes, tu vas retrouver du Ed Wood, et du Ed Wood tu vas en retrouver dans Lost Skeleton of Cadavra, tu vas retrouver tout un tas de trucs. Mais bon, à noter qu'il n'y a pas que cette pièce de théâtre, hein. Il a quand même une grande carrière théâtrale qui va s'étendre des années 70 jusqu'à maintenant. En fait c'est un grand fan de théâtre, même si il va s'en éloigner à un moment pour, non pas des films, je vous ai bien eu, mais en 92 il va faire des sketchs humoristiques qui ont été sélectionnés pour le concours d'écriture de HBO et qu'il va pouvoir mettre en scène au Stella Adler Theater de Los Angeles. C'est fou, ce gars il touche à tout, il est drôle, bon après
Il est drôle, il fait rire des gens en tout cas. Faut essayer de garder en tête qu'à chaque fois je rajoute un élément de ce que Larry Blyhammer fait, c'est qu'il le fait et qu'il le fait en même temps que tous les autres éléments. Du coup, ce gars est vraiment touche à tout parce qu'en 97, il va commencer à travailler pour une start-up internet du nom de Bally Eye Interactive. Et dans cette start-up, il va bénéficier d'une totale liberté créative et ce qui va lui permettre de créer une nouvelle aventure animée interactive non linéaire et décalée pour laquelle il réalise des milliers de dessins et dirige des acteurs de doublage. Je viens de lire. Parce que j'ai même plus besoin de dire à quel point ce gars est créatif en fait. Malheureusement, au début des années 2000, cette startup va faire faillite. Et de toute façon, startup et faillite, c'est dans le même champ lexical. Et nous, on s'en fout parce que c'est à ce moment-là que notre très cher Larry a l'idée de tourner un film un peu parodique. À ce moment-là, Larry Blyhammer, il se demande comment on fait un film low budget. Parce que, ok, il adore ça, mais comment on en fait un? Donc, il va beaucoup s'inspirer d'un gars qui s'appelle Paul Blaisdell. C'était un peintre qui était sculpteur et créateur d'effets visuels américains, dont son travail était surtout connu pour des films de science-fiction et d'horreur de série B dans les années 50. Ça renvoie un peu à ses débuts, là où il faisait des trucs pour les magazines de SF et ses illustrations. À titre de comparaison avec mes autres podcasts, là où je disais à chaque fois oh waouh, tel réalisateur est inspiré à chaque fois par le travail de Tom Savini, je crois que dans tous les podcasts, les gars étaient inspirés par Tom Savini, et le Tom Savini de Larry Blyhammer, c'est Paul Blaisdell. Et c'est à ce moment-là qu'il va écrire et réaliser son premier film qui n'est autre que The Lost Skeleton of Cadavra. On y arrive enfin, let's go. Bon, ce qui est déjà trop bien avec The Lost Skeleton of Cadavra, c'est que Larry Blyhammer, il a fait le choix de tourner son film entièrement à Bronson Canyon dans la région de Los Angeles. Alors pour ceux qui connaissaient pas comme moi Bronson Canyon, c'est c'est là où se situe la Batcave dans le film de 66, vous savez, derrière la cascade, et la cascade s'ouvre et t'as la Batmobile qui sort. C'est à cet endroit-là. Mais Bronson Canyon, c'est pas que Batman, c'est aussi plein d'autres films des années 50, un peu série B, un peu SF, et il y en a toute une tripotée. Il y a une liste qui est non exhaustive, si vous en reconnaissez certains là-dedans. T'as Attack of the Crab Monster, l'invasion des profanateurs de sépulture, l'araignée, It's the Conqueror World, le cerveau de la planète Urus, le roi des dinosaures, les envahisseurs invisibles, Night of the Blood Beast, le retour de Dracula, Robot Monster qui est très important et qui est un film que Larry Blyhammer a beaucoup cité en interview, Teenage Caveman, et Teenager from Outer Space. Teenager from Outer Space. Tout ça, c'est des films des années fin 50. Ça en accueille un paquet, et ça, c'est non exhaustif en plus. C'est génial, il y a plein de films qui sont tournés là-bas, mais vous vous en doutez très certainement, le prix à payer, c'est le même pour tous les films. Pour que ce soit un film de Batman ou un film de Larry Blyhammer, c'est le même prix. Et du coup, il l'a dit en interview, il a payé le même prix que tout le monde, Larry Blyhammer, pour louer l'endroit, ce qui est logique. Sauf que ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que le film a $40 000 de budget. Donc quand t'as les 3/4 qui passent dans la location de l'endroit, tu te dis bon, comment on va se démerder avec le reste? Il s'en sort à merveille, vous allez voir. Faut savoir que le tournage s'est déroulé en 10 jours, ce qui est peu, mais de toute façon tu peux pas payer plus Bronson Canyon, j'imagine que ça coûte un bras, donc 10 jours c'est bien, 10 jours c'est peu. Et d'ailleurs, ils ont, pour imiter le rendu classique en noir et blanc, ils ont d'abord filmé en couleur à l'aide d'une caméra mini DV, et ils ont supprimé la couleur ensuite en post-production. Vous faites pas avoir si vous voulez voir Lost Skeleton of Cadavra, que vous l'avez jamais vu. Il y a une version sur YouTube, mais c'est une version qui est en couleur, ils ont redonné de la couleur. La vraie version, elle est noire et blanche, voilà, donc vous trompez pas. Au niveau des acteurs, la majorité sont des amis de Larry qui viennent du milieu du théâtre de Boston, donc il a sûrement dû rencontrer à la CSC ou autre. Mais ça, on y reviendra d'ailleurs à ce groupe qui est en train de se former, c'est génial. On a Faye Masterson dans le rôle de Betty Armstrong. Faye Masterson qui a des petits rôles dans The Quick and the Dead de Sam Raimi que je n'ai toujours pas vu, et un petit rôle aussi dans Eyes Wide Shut. Je sais pas où. Elle doit être au niveau de la secte. J'en sais que. Après, c'est les petits rôles. C'est les petits rôles. Elle a aussi un petit rôle dans 50 nuances degrés, un des 50, je sais plus. Un des 3, 50 nuances degrés. Ça, c'est le plus clair ou le plus sombre, ou je sais pas quoi. Je m'y connais pas en couleur. On a Brian O dans le rôle du Dr. Fleming qui jouera plus tard dans la série Westworld de Jonathan Nolan. Dans le rôle de Crowbar, donc c'est le gars Alien. À la base, ça devait être Sam Rothbard qui devait le jouer, mais il a dû annuler pour aller dans EA Intelligence Artificielle de Spielberg. Rien que ça. Ce qui me permet aussi de dire que Sam Rothbard, il a joué dans American Beauty de Sam Mendes, que j'aime beaucoup, mais aussi Outrage de Brian De Palma, un film sur la guerre du Vietnam avec un casting 27 étoiles. J'adore ce film, j'adorais ce film. Après revisionnage, j'avoue que je l'ai un peu vu à la baisse, mais ça vaut le détour si vous aimez bien les films sur la guerre du Vietnam. Après, Outrage, il porte bien son nom, il est vraiment violent. De toute façon, un film de Brian De Palma, à quoi s'attendre finalement, mais oui, Outrage, si vous êtes un peu accroché. C'est un bon film du samedi soir. Un bon Brian De Palma, assez méconnu je trouve en tout cas. De toute façon, on s'en fout de Sam Rothbard parce qu'il ne jouera pas dans le film, il sera remplacé par Andrew Parks, qui a un petit rôle dans Donnie Brasco de Mike Newell, ce qui va me permettre d'ouvrir une autre parenthèse, parce que Mike Newell, au-delà de son Harry Potter combien 4
Je sais même plus. Oh là là, la honte. Et bah, Mike Newell, il a fait un film Souvenir d'enfance. Dites-moi s'il y a des gens qui écoutent ce podcast. Bien évidemment, j'ai l'impression que je suis tout seul à parler, on s'en fout. Il a fait Le Cheval venu de la mer. Et je l'ai vu en primaire, Le Cheval venu de la mer. Et quand je me baladais sur sa filmo à Mike Newell, je me suis dit, ah, mais c'est lui qui a réalisé ce film. Et j'étais choqué. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la rêve du Cheval venu de la mer? Avec le petit qui fait un fuck à un moment, ça m'avait choqué quand j'étais petit. On rembobine. Cheval venu de la mer, Harry Potter 4, Donnie Brasco, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Andrew Parks qui joue le rôle de Crowbar dans The Love Skeleton of Cadavra, et ça nous fait une belle petite brochette d'acteurs quand même. Précisons que c'est des acteurs qui n'étaient pas pros à l'époque. Donc vraiment, ils sont entourés d'acteurs. En fait, c'est un peu The Bribe of Mutant Tomb, tu t'entoures de bras cassés. Bon, c'est des acteurs de théâtre, bien évidemment, qui ont eu une certaine carrière après. Mais voilà, en 2001, nous avons The Lost Skeleton of Cadavra. Et le film s'ouvre sur un cheval qui vole, et c'est celui de Tristar, la filiale de Columbia. Et c'est un peu marrant parce que dans la bande-annonce de Lost Skeleton of Cadavra, t'as une mention de It's Another Scream Get From the Company That Brought You Zombie Mora, Laurence d'Arabie. Et ça, c'est une ref à Screamgen, qui est aussi une filiale de Columbia Pictures, qui est spécialisée dans la distribution audiovisuelle. Enfin, j'ai l'impression de raconter du charabia, on s'en fout. Parce que tout ça maintenant, ça appartient à Sony, et donnez-nous Beyond the Spider-Verse, s'il vous plaît. Dès le début du film, je me suis dit, je vais accrocher, parce que t'avais une musique qui était un peu à l'ancienne, qui rappelle les films des années 50, tu me diras, c'est le but. Faut savoir d'ailleurs que ces musiques proviennent d'une banque de sons, et quand Larry Blyhammer, il a fait sa post-prod, Larry Blamire, on va dire Larry, ça va être plus simple, il a fait sa post-prod, il a reçu plein de CD, et du coup, il écoutait les CD, il se disait, ok, ça c'est pour cette scène, ça c'est pour cette scène. Je trouve assez marrant l'anecdote, et d'ailleurs il y a une anecdote un peu similaire pour Screaming for Head, mais ça on y reviendra après. Et donc là on part dans ce film qui est en noir et blanc, un peu ambiance Hitchcock, parce qu'on va retrouver, première scène, c'est un couple qui est dans une voiture, qui d'ailleurs, la voiture date des années 60, alors que c'est un film parodiant les codes des années 50, assez marrant de le notifier. On nous présente un scientifique du nom de Dr Armstrong, qui est d'ailleurs joué par Larry Blamire, ainsi que sa femme, Betty, qui, elle, s'identifie comme vraiment c'est un archétype à part entière. Il y a le scientifique et la femme du scientifique. Genre vraiment, elle a un nom, mais c'est considéré comme un archétype. Je trouve ça hyper marrant, parce que dans les films des années 50, bien évidemment que il y a le scientifique et sa femme. Tu vois, tu commences, enfin, il y a ce propos féministe qui commence à se construire un peu, et enfin, déconstruire le propos féministe des années 50. Ça, on va le retrouver par instant dans le film, je vous le ferai remarquer à ces moments-là, mais c'est assez intelligemment fait. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, le personnage de Betty, donc The Wife of the Scientific, est inspiré par Giant of Unknown, ou Le Géant d'un autre monde. C'est un film des années combien, 40, 50, 30, je sais pas, aucune idée s'il y en a qui connaissent. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la plupart des choses allaient passer par le dialogue, parce que les dialogues sont trop géniaux dans ce film. Vraiment, c'est une grosse majorité du film. Heureusement d'ailleurs, parce que ils avaient pas trop les moyens sinon de faire autre chose. Je pense que je vais essayer de passer quelques extraits, pas beaucoup, parce que sinon les gens qui n'ont pas vu le film ou je ne sais quoi, enfin bon, on va pas noyer non plus ce podcast, mais je vais passer des extraits qui me semblent pertinents pour vous montrer à quel point, pour ceux qui n'ont pas vu le film, en tout cas, les dialogues sont vraiment trop marrants. Toujours est-il que ce couple-là arrive du coup à Bronson Canyon, et tu vas voir un garde forestier qui va leur indiquer la route. On va apprendre que le Dr Armstrong recherche une météorite qui contiendrait de l'atmosphérium. Alors pour ceux qui se demandent que c'est l'atmosphérium, on s'en fout, c'est le MacGuffin du film. Quand je parlais de Hitchcock juste avant, il y a un MacGuffin comme il y a un MacGuffin dans la plupart des films des années 50, parce qu'au final, on cherche la mallette qui contient les diamants, et il faut pas qu'ils tombent sur la mallette. On s'en fout de la mallette, en fait, c'est l'action qui se passe autour de cette mallette qui est intéressante, plutôt que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette mallette. Voilà, pour ceux qui connaissaient pas l'existence du MacGuffin, c'est ça, et ça vient de Hitchcock, et j'ai plus les détails. Ça doit venir un des films de Hitchcock, je sais plus, ça remonte. Le couple arrive dans Bronson Canyon, et c'est le parfait moment pour eux d'admirer des petits écureuils, et c'est marrant parce que ça alterne entre deux plans, un plan où il y a le couple qui sont là, ils sont trop mignons les écureuils, et un plan écureuil, les écureuils ce plan écureuil qui est une image d'archive finalement, et ça nous renvoie à Ed Wood et la description de ces films, comme quoi il y avait une surutilisation d'images d'archives qui n'avait aucun sens dans le film. Et là, je pense que c'est une référence un peu implicite au cinéma d'Ed Wood. Déjà à ce moment-là, tu vois que Larry Blamire, il appuie sur les traits absurdes de ses personnages, c'est-à-dire qu'il va prendre leur archétype et qu'il va les tirer à fond les ballons. C'est là que la parodie au niveau des personnages en tout cas voit un peu le jour, dans le sens où c'est vrai que dans les vieux films des années 50, les archétypes ils sont là, ils sont en place, mais là on va les étirer au max quoi.
Parodie, c'est parodie. On a l'introduction d'un deuxième scientifique, mais cette fois-ci du méchant qui n'est autre que Dr Fleming. Retenez bien ce nom parce que celui-là, il va revenir beaucoup. Et lui, il recherche la météorite aussi, enfin une météorite qui contient l'atmosphérium, qui est le MacGuffin, pour ressusciter le squelette de la grotte de Cadavra. Ça n'a aucun sens. C'est génial, c'est ce qu'on aime. De leur côté, notre cher petit couple tout mignon vont s'installer dans une cabane qui l'est tout autant et vont pouvoir observer une météorite dans le ciel qui tombe en même temps que le Dr Fleming. Enfin, ils l'observent chacun de leur côté, mais en même temps, vous m'avez compris. Mais plot twist, ce n'est pas une météorite, c'est le vaisseau d'un alien qui vient de se cracher sur Terre. A savoir que ce vaisseau il a été fait entièrement par Larry Blemmeyer avec des briques et des braques, c'est-à-dire qu'il a pris des rouleaux de papier toilette, il a pris des rouleaux de sopalin, il les a assemblés, pof, il les a peints. Ce mec c'est un artiste de toute façon, tout ce qui touche ça devient de l'or et ça a donné ce vaisseau. Et tant mieux parce que est-ce qu'on veut un vaisseau en VFX? Non, nous on veut un truc des années 50 et ça colle parfaitement dans le thème. Ce gars est doué de ses mains. On a l'introduction de nos aliens qui ne sont pas des aliens comme vous l'entendez, mais des aliens humains dont on dit que c'est des aliens, c'est-à-dire des gens... c'est comme, en fait c'est Star Wars, vous prenez un mec de Star Wars, c'est un alien, eux c'est des aliens au même titre que les gens de Star Wars sont des aliens. J'en profite pour m'excuser pour le changement de gain parce qu'en plus de la grêle, en plus de mon câble défaillant, mon micro a décidé d'en faire qu'à sa tête, mais nous on revient avec nos aliens humains qui viennent de la planète Marva, ça je ne l'ai pas précisé encore, et qui se sont crachés sur la planète Terre et qui du coup pour essayer de faire redémarrer leur fusée vont avoir besoin de l'atmosphérium et qui est notre MacGuffin du jour. Eux aussi. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, je suis désolé. Mais comment vont-ils faire pour trouver l'atmosphérium? Il faut bien se fondre dans la masse. Donc ils vont sortir une sorte de gros pistolet et vont se transformer en humains. En humains cette fois-ci de la planète Terre. Quand je dis se transformer, c'est juste que le pistolet va changer leurs vêtements. Vous allez voir qu'ils ont toujours les codes de la planète Marva et c'est pour notre plus grand bonheur parce que c'est hilarant. C'est au même moment où ils se transforment que tu as leur alien de compagnie de bord qu'ils avaient apprivoisé qui s'échappe de leur vaisseau. C'est marrant parce que quand je vous dis alien, cette fois-ci c'est un vrai alien de bord. Et enfin, vrai alien, on s'entend, film des années 50 veut. C'est un costume d'alien avec 3 yeux. C'est trop marrant. Vraiment, tu vas dans un truc avec des jeux gonflables où il y a une mascotte, c'est la même chose. Mais ici, on est dans un film de Larry Blemmeyer et c'est super marrant. De son côté, bingo, le méchant Dr Fleming trouve le squelette dans la grotte de Cadavra. Et là, t'as un rire de méchant qui vaut déjà 3 milliards de berries parce qu'il est bien gras. Mais c'est forcé et répété. Vous savez, un peu à la Family Guy où le... là, il fait ha ha ha. Il fait une salle de rire, ça s'arrête. Une deuxième salle de rire, ça s'arrête. Le comique de répétition ici est très bien utilisé. Pour ceux qui se demandent, le squelette, non, ce n'est pas un squelette de fou, c'est un squelette en plastique, le même que tu as dans ton cours de SVT au collège. Et voilà, ils utilisent ce squelette. Et pour filer ce squelette, ils utilisent toujours le même plan. Ils ont que 10 jours de tournage et pas beaucoup de budget, on leur en veut pas, et moi je trouve qu'à contrario ça rajoute un charme de fou au film. On apprend que la météorite que cherche le Dr Fleming contient de l'atmosphérium, mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit, mais c'est à ce moment-là du film qu'on vous l'apprend. Oh, je vous ai spoilé, pardon. Mais tous les moments avec le Dr Fleming et le squelette dans la grotte sont légendaires. T'as vraiment... La musique, encore une fois, qui intervient, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais t'as toujours une musique qui est quasi constante déjà de base, mais qui vient appuyer chaque élément du film. Genre les moments forts, ça va insister, ça va faire tin. Quand il y a une révélation, ça va faire tin. Le scientifique cool, et qui est Dr Armstrong, et The Wife of the Scientific, toujours le rappeler, vont finalement eux trouver la météorite avant Fleming, mais Fleming était pas loin et les a vus, donc il va essayer de concocter un plan pour les voler. Le scénario, je vous l'ai dit, le scénario part un peu dans tous les sens. Et on arrive à une scène qui est pour moi légendaire, qui n'est autre que la scène des escaliers. Je vais vous mettre un extrait, il sera en anglais par contre. What are they, Crowbar? A series of small buildings leading up to the main one. And what are we to do? Step on them until we are high enough to enter. Then why isn't it opening, my love? Oh, I'm scared. This is insane. This makes no sense, I tell you. Parce que oui, Larry Blemmeyer a décidé que sur la planète Marva, il n'y avait pas de porte. D'ailleurs, ils arrivent sous un porche à ce moment-là, et c'est même pas le même porche que les escaliers. C'est un faux raccord qui est assez visible, que je n'avais pas remarqué. Pour vous dire à quel point j'étais plongé dans mes notes. Je n'avais pas remarqué, c'est en interview, c'est le gars qui lui fait remarquer. Et en fait, encore une fois, on s'en fout. Qu'il y ait des faux raccords ou pas, et je trouve ça même encore plus drôle. Pour l'anecdote, ce gag des escaliers n'était pas prévu dans le script original. C'est du coup les acteurs qui ont proposé cette scène. Et c'est là où tu vois la force du théâtre et la force d'improvisation de ces acteurs et le talent
indéniable de ces acteurs. Puis ce qui est encore plus marrant, c'est la rencontre entre du coup le scientifique, sa femme et les aliens. La discussion est juste lunaire. Il demande What's your first name? Bah, le nom qu'on m'a donné en premier, c'est logique, parce qu'en fait ils se comprennent pas. J'ai pas besoin de vous expliquer, mais c'est marrant. Les aliens vont réussir à se faire inviter par Betty et Dr Armstrong et ça va donner une des scènes les plus marrantes. Mais de son côté, notre cher Dr Fleming va tomber sur le flingue qui avait permis à nos très chers aliens de se transformer en humains et va pouvoir se créer une Catwoman. Alors j'entends par là, il va créer Animala. Animala qui est jouée par la femme de Larry Blayhammer dans la vraie vie. Et c'est littéralement une femme chat qui, selon les dires de notre très cher Larry, est l'archétype de la femme fatale. Pour l'instant, c'est pas trop ça, mais on va voir que oui, c'est l'archétype de la femme fatale. Dr Fleming va l'éduquer, cette femme chat, cette Catwoman, il va l'éduquer, il va lui apprendre à boire de l'eau en lui disant tip 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 tip. Elle va être là, tip 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 tip, je bois de l'eau. J'insiste sur les tip 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 parce qu'ils vont revenir un peu plus tard. Il finit de l'éduquer, il se rend dans le chalet où il y a le reste de la troupe, il va réussir à lui aussi se faire inviter à table, ce qui va donner une des scènes les plus mémorables du film, c'est-à-dire la scène du repas où il y a les aliens d'un côté, Animala et Dr Fleming de l'autre, et The Scientific and the Wife of Scientific qui sont Betty et Dr Armstrong d'un autre côté, et c'est juste lunaire parce que je vous disais juste avant le tip 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 tip, Animala elle va se servir de l'eau en faisant tip 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 tip, et les aliens par mimétisme ils vont croire qu'en fait c'est des humains, ils font ça pour boire, donc les aliens vont faire aussi tip 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 tip. Je vous mets l'extrait de la scène, c'est hilarant. Tip, 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 tip. Tip, 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 tip. Est-ce que c'est le bon moment? Je sais pas, mais en tout cas, moi je vais insuffler mon interprétation de ça et je reviens sur le mimétisme et je reviens en faisant un parallèle sur Evil Knight. Est-ce que on dénoncerait pas quelque part les copier-coller et que tout se ressemble? Je ne sais pas, j'ai envie d'y croire parce qu'on a fait un podcast sur Evil Knight qui copie à peu près tout sans bien le faire. Voilà, on va rester un peu dans cette DA. Animala reste un chat, Animala plonge sa tête dans la bouffe, et par mimétisme, qu'est-ce que font les aliens? Ils plongent leur tête dans la bouffe. Et là, t'as cette réflexion de Dr Fleming qui est légendaire, qui dit everyone is hungry. Et c'est le moment anecdote, cette purée de pommes de terre qu'ils sont en train de manger, en fait, il se trouve qu'ils l'ont trouvé par hasard dans les cabanes parce qu'ils avaient tellement plus de fric, ils étaient tellement fauchés, qu'ils ont fait avec les moyens du bord, et qu'ils ont repris à peu près tout ce qu'ils ont trouvé sous la main pour les inclure dans le film. Je trouve ça énorme, ça se trouve, la purée de pommes de terre, elle était périmée depuis je ne sais pas combien de temps, et Animala et les aliens, ils mettent leur tête dedans, je trouve ça hilarant. C'est le retour de notre Forest Ranger qui vient pour les avertir de je ne sais plus trop quoi avant de repartir dans la forêt pour un truc qui est légendaire. Je pense que je vais mettre l'extrait, ça parlera mieux. Probably nothing to worry about. Could be a bear, I suppose. Can a bear do that? I mean, horribly mutilate? Dr. Armstrong, in my time, I guess I've seen bears do some things that even a bear wouldn't do. This is crazy. Things like this just don't happen. Noises? Noises in the woods? Il se fait bouffer en hors-champ, on installe un imaginaire, on se dit qu'est-ce que ça peut bien être ce monstre. Sauf que oui, j'oublie qu'on l'a déjà vu ce monstre. Mais c'est trop bien, l'utilisation du hors-champ au début pour faire planer un peu le mystère, on se dit waouh, comment ça bouffe. Au même moment, t'as le squelette dont la voix est doublée par Larry himself et les aliens qui sont en train de se battre mentalement dans la tête de Betty pour récupérer la météorite. Encore une fois, je suis désolé. Après, j'arrête de vous bombarder d'extraits, mais c'est plus parlant avec des extraits en fait, je trouve. Bring the meteor to the skeleton. Bring the meteor to the skeleton. Bring the atmospherium to Crowbar and Lattice. Bring the atmospherium to Crowbar and Lattice. Bring the meteor to the skeleton. Betty devient à moitié barjo, et là elle est en train à moitié de somnoler, enfin c'est un peu bizarre, je dis somnoler parce que c'est la phrase d'après, elle me fait tellement rire. Elle est en train de se balader et t'as je sais plus trop qui dit mais laissez-la, c'est dangereux de réveiller un somnambule. Et là t'as Dr Armstrong qui dit bah elle s'est même pas endormie, c'est con mais ça m'a fait rire. Les aliens et Dr Fleming vont se rendre compte qu'ils cherchent tous les deux la météorite et vont faire alliance pour du coup la récupérer. Animala et qui est Catwoman essayent de voler le scientifique en la draguant avec une danse. L'archétype de la femme fatale arrive, ça marche, elle l'attire dans les bois lointains pour se faire voler la météorite, ce qui va marcher. Pendant ce temps-là, la femme Betty, elle qui s'est un peu réveillée, elle est en train de chercher son mari, où c'est qu'il a disparu, il se fait draguer par un chat, on le rappelle. La malheureuse Betty va se faire attaquer par le monstre, sauf que c'est pas tant un monstre que ça, il va tomber amoureux de Betty le monstre, c'est tellement mignon. Bon, elle va quand même prendre peur. La météorite est maintenant dans les mains du Dr Fleming et des aliens, mais Dr Fleming c'est le méchant, l'archétype du méchant scientifique, il va les trahir pour aller ressusciter notre cher Squelette of Cadavra. Les aliens ils peuvent plus rien faire, ils viennent de se faire trahir et du coup ils
ils sont là et ils discutent avec, avec le scientifique qui vient de se faire voler la météorite. Et ils sont là, ils sont bah ouais. Et là, t'as une discussion qui est trop marrante. Je mets pas d'extrait parce que j'ai un peu trop bombardé d'extraits, mais ça vaut le détour. Ok, j'ai rien dit, je vais peut-être mettre un extrait du squelette qui disrespecte totalement le Dr Fleming qui vient gentiment le ressusciter. Bon ok, il vient le ressusciter parce qu'il a des idées derrière la tête, mais quand même il est un peu gentil et il se fait disrespect total. C'est absolument légendaire. Hello, skeleton. Who wakes the lost skeleton of Cadavra? Oh, it's you, the stupid one. Oh, you'll like me better now. A whole lot better. Shut up. Stop that giggling. It makes me uncomfortable. We have much work to be done. Hello, Annabella. En attendant, la wife Betty, elle sort un peu de son trauma avec le monstre, elle se réveille, elle émerge et elle va dire ce qui s'est passé, elle va présenter le monstre comme quelque chose de la plus horrible qu'elle ait jamais vu, mais en même temps la plus belle. J'en ai marre des extraits, je remets un extrait parce que la façon dont elle décrit c'est génial. Mais en fait avec ce film, tu peux pas le décrire sans mettre des extraits, donc au moins vous aurez un peu l'univers du film. It was huge. It was so ugly. I must have fainted, and the next thing I know, it was carrying me. Like I was a child. A small child. And it looked at me with those eyes, those ugly eyes. And they looked deep into me. Deeper than any human ever has. With a kind of understanding that frightened me to my very soul. Gosh, Betty. Tant qu'on est dans les extraits, je vais en balancer un dernier comme ça, on a fini, mais c'est un extrait qui est important parce que pour moi, il appuie tout le propos féministe que j'ai emmené avant, dans le sens où avant l'image de la femme dans les films des années 50, c'est vrai, bon, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, et heureusement par ailleurs, mais en tout cas, nous, notre très cher Larry, il en parle d'une façon que je trouve très intelligente, je vous mets l'extrait. Gladys, I just have to ask you. Yes, Betty. After meals on Marva, who cleans up, the men or the women? Cleans up? Why, Betty, on Marva there is no cleaning up. Because there's never a mess. We gave up messes eons ago. Think of it. A world without messes. No ground in dirt. No ugly grease stains. No burned pans or hard-to-reach corners. Oh, Gladys, Marva sounds like such a wonderful place. Pas de répit, le scientifique se fait attaquer par le monstre alien. C'est génial, un combat, c'est nul, le combat est nul à chier, mais dans sa nullité, c'est-à-dire sa nullité assumée, sa nullité volontaire, nous offre de la rigolade. Le squelette de Cadavra se réveille enfin, il est ressuscité, et il est là, follow me, sauf que lui il se fait traîner par des sortes de fils en plastique, enfin c'est super visible, il se fait traîner à l'envers, du coup follow me, mais follow me à l'envers, c'est hyper marrant, et le gars qui manipulait le squelette, c'était aussi le perchiste. Celui qui prenait le son, pour ceux qui ne l'ont pas. Le squelette arrive sur place et fracasse les aliens. Alors quand je dis fracasse les aliens, il les hypnotise juste pour les faire danser. Attention. Puis le squelette s'assoit sur sa chaise et là je pense qu'à partir de ce moment-là ils ont mis la caméra devant le squelette, ils ont dit on fait one shot et on verra en post-prod. One shot sur le squelette et on va la réutiliser, c'est hilarant. Mais ce qui est encore plus marrant c'est que t'as du coup Betty et son mari Dr Armstrong qui sont cachés derrière un buisson et qui observent la scène de loin. Et à chaque fois qu'ils font un peu de bruit, t'as le squelette qui se retourne et eux ils se cachent encore un peu plus comme si on les voyait pas. Et la façon dont ils font tourner la tête du squelette, elle est trop marrante parce qu'ils la font pas tourner manuellement, c'est-à-dire que juste ils reprennent ce shot de face et ensuite ils enchaînent avec un plan du coup à 90 degrés sur le côté où là il a la tête tournée et du coup quand t'enchaînes les deux plans et le voir tourner sa tête, je trouve ça juste trop smart. Betty et Dr Armstrong vont trouver une solution pour sortir de là, elle est super simple, c'est qu'ils vont partir pour essayer d'aguicher le monstre afin de dégommer le squelette. Alors comment l'aguicher ? N'oubliez pas, le monstre est tombé amoureux de Betty, n'oubliez pas comment elle l'a décrit, comment elle a décrit cette rencontre qui était assez marrante, et du coup elle va un peu lui montrer ses jambes, et la scène est super longue, mais encore une fois, c'est une longueur qui est justifiée, une longueur tellement drôle. T'as Dr Fleming qui va se faire trahir à son tour et se faire étrangler par le squelette, l'image est énorme, elle est sur la miniature de ce podcast, elle est d'ailleurs sur l'affiche aussi du film. Et t'as le combat final entre le mutant contre le squelette, on s'arrête là, on prend 2 secondes pour contempler
un déguisement costume mutant que tu retrouves dans un parc, dans tous les parcs que tu veux, contre le squelette de SVT, c'est lunaire. Malheureusement, le mutant va se sacrifier, ils vont tous les deux mourir. On a eu le squelette, mais on a perdu le mutant. C'est dommage. Le chat, Animala, va redevenir un chat. Elle redevient pas un chat. Si, elle redevient un chat, je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est un peu la fin. Le générique se lance, il est un peu drôle. Il y a des il y a des fun facts sur le générique, mais il faudra le voir et on va le passer. Et c'est la fin du film. Et j'ai passé un super moment, quoi. Ça se voit que c'est juste une bande de potes issus du théâtre qui s'amusent. Et cette histoire, elle n'est pas étrangère au succès, hein. Surtout en France, des groupes qui marchent du feu de Dieu. Moi, je pense souvent au Splendide, par exemple, au Père Noël est une ordure, qui était une pièce de théâtre à la base et qui devient un film et grand succès. Et tous les darons, ils récitent par cœur des citations de ce film. C'est un peu la même chose pour The Lost Skeleton of Cadavra. Et ça se ressent, il l'a dit en interview, mais Larry Blaymeyer est quelqu'un de beaucoup inspiré par les travaux de Monty Python, surtout Sacré Graal. Et ça se ressent parce que t'as un groupe qui marche du feu de Dieu, c'est fusionnel, il y a un vrai truc entre eux. Et je pense que Larry Blaymeyer n'y est pas pour rien, dans le sens où il leur laisse une certaine liberté. On le voyait, la scène des escaliers, elle était totalement improvisée, donc je pense que c'est même peut-être pas la seule. Et tout ça, je pense que ça participe à l'effet de groupe, et c'est des potes qui s'amusent, et c'est des potes, mais qui sont dans le domaine artistique, et qui restent professionnels, et qui sont talentueux, parce que je pense que c'est pas n'importe qui peut nous donner un film avec si peu de budget, si peu de moyens, aussi qualitatif. Bon, on l'a dit maintes et maintes fois, mais le point fort du film, c'est forcément les dialogues qui sont vraiment hilarant. Encore une fois, on a dit hilarant beaucoup trop de fois. En vrai, il y a de l'absurde qui est tellement bien dosé qu'au final, pour moi, il frôle la vérité, et je vais m'expliquer. Parce qu'on ne va pas casser le côté scientifique des films de SF, on va simplement l'alimenter. Je prendrai comme exemple l'utilité de la planète Marva. Dans ce film, cette planète dont on ne connaît rien va pour moi brillamment servir d'alibi. Elle va être la réponse à des questions simples, et à ce moment-là, on va juste dire « Ah bah oui, c'est absurde, mais c'est logique. » Et on casse toujours pas le côté scientifique, en fait. C'est pour ça qu'on se rapproche de la vérité. Attention, petit disclaimer, j'utilise le mot vérité pour embellir mes paroles, mais en aucun cas, je cherche des aspects philosophiques là-dedans et je ne veux pas répondre à des questions. C'est juste vraiment pour donner du propos à mon propos. Fou! Notez-la, celle-là. Bon, certes, il y a des passages qui sont un peu débiles pour faire rire dans le film, mais ce n'est jamais lourd pour autant, comme on pourrait s'y attendre dans une comédie parodique américaine, comme les Scary Movie. C'est lourd, c'est gras, alors que là, c'est fin. Et je pense que si c'est pas lourd, c'est pas que grâce au dialogue, mais il y a aussi les longueurs du film qui jouent un rôle très important, parce que pour moi, elle casse un rythme qui pourrait nous lasser à la longue. Là où, dans les comédies américaines, c'est blague sur blague sur blague, t'as un schéma qui se dessine qui est un peu plus complexe. Ça fait A, B, C, le A étant la blague, le B étant la longueur, et le C étant le résultat. Alors que dans des comédies américaines, c'est juste A, blague, un petit B par instant, A. Alors oui, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre A, B et A. En soi, ça, c'est toujours répétitif, mais non, parce que il y a différents types de longueurs. Il y a des longueurs dans la répétition, il y a des longueurs dans la longueur, il y a des longueurs dans les blancs. Il y a tout type de longueurs bien gérées, elles sont bien disséminées un peu partout dans le film, si bien qu'au final tu te lasses pas. Une blague c'est marrant, quand tu la refais un peu plus loin elle est toujours marrante parce que c'est dans un autre contexte, c'est très juste. Et tout ça, tout ce que Larry Blaymeyer infuse dans ce film, j'ai l'impression qu'il le tient de ses expériences passées qui sont le théâtre, même les illustrations. C'est un gars qui a de la bouteille, c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui a de la ressource. L'écriture est un des plus gros points forts du film. Tout y est réfléchi jusqu'au prénom, au nom des personnages. Bon, c'est peut-être pas trop visible dans The Lost Skeleton of Cadavra. Bon, ce que je veux dire là, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, il explique en interview, Larry, que il prend ses noms et il les transforme en un nom qui est d'un univers proche. C'est un peu compliqué, mais par exemple dans Dark Stormy Night, il y a Sabasha Fanmore, alors que dans un autre monde, dans notre monde, ça aurait été, Natasha Granmore. C'est compliqué à expliquer, mais en gros, ce que je trouve génial, c'est qu'il fait des sortes de faux anagrammes, c'est-à-dire qu'il va prendre des noms déjà préexistants et il va essayer de changer quelques lettres, de bouger quelques lettres. Je vais prendre comme exemple Qui a tué Pamela Rose, avec Olivier Cade, je sais pas qui a réalisé ce film, c'est peut-être eux d'ailleurs. C'est un anagramme de Laura Palmer, c'est-à-dire qu'on reprend les lettres de Laura Palmer et on écrit Pamela Rose avec. Après, si on réfléchit bien, ils ont changé quelques lettres, ils en ont enlevé, ils en ont rajouté, et c'est exactement ce que fait Larry Blaymeyer avec ses personnages. Et moi, je trouve ça trop génial. Et je trouve ce qui vient aider cette masterclass qu'est l'écriture à s'imbriquer là-dedans, c'est la justesse de la mise en scène. Quand je dis la justesse, c'est pas forcément le terme utilisé, ça serait plus même le rythme comique qui est insufflé. Ça reprend des images d'archives, bon c'était pour Ed Wood, ça reprend le même shot pour le squelette, c'est parce qu'il n'y a pas le temps, mais je trouve que c'est quand même bien rythmé. Parce qu'il y a des fois, il y a des mises en scène, elles sont vraiment horribles, ça brise les règles, ça saute dans tous les sens, c'est genre illisible, alors que là, ça reste linéaire, ça reste tranquillement, c'est pas la masterclass, je pense qu'on est même peut-être pas proche d'un cinéma des années
50-60, là où dans la mise en scène je trouve c'est plus dans le suivant The Lost Skeleton Return Again où là j'ai dû me tromper dans le titre, mais bref dans le suivant il y a vraiment cette mise en scène des années 50-60, là où je pense que 10 jours de tournage n'ont pas suffi à avoir un découpage vraiment efficace et référencé. Je viens de dire pas efficace, si efficace mais pas référencé justement, parce que je sais pas si les gens se rendent compte, mais donner un rythme comique et faire rire les gens c'est hyper dur. Les gens qui travaillent dans le cinéma ou les gens qui s'intéressent au cinéma le savent très bien, mais c'est vraiment excessivement dur de faire rigoler les gens. Et là, je pense que si vous avez jamais vu The Lost Skeleton of Cadavra, ça va vous décrocher forcément des sourires. Et le pire là-dedans, c'est pas comme si c'était un film dénué de propos, on l'a bien vu avec le propos féministe, mais ça s'adapte à son époque en parodiant les codes des années 50 à merveille. Là où il y a juste des films qui vont se contenter de recopier bêtement et de faire des petites blagues un peu grasses à droite à gauche, là ça veut vraiment se mettre à son époque. Et oui, je parle bien de code, je parle même pas de référence, parce que ce n'est pas un film qui fait des références à proprement parler. Si, peut-être dans son poster. Je crois que dans son poster, oui, je l'ai noté juste ici, il y a des références assumées qui sont Le jour où la Terre s'arrêtera, Planète Interdite, seul film de la liste que j'ai vu, j'adore Planète Interdite, Destination Lune, La Nuit de tous les mystères, Catwoman of the Moon et Les secousses volantes attaquent. Je crois que c'est des refs assumés. Je suis pas un expert là-dedans. Mais ça reste les affiches du film. Dans le film, c'est juste les codes. On vient pas référencer bêtement des films, on vient s'imprégner de eux, ce qu'ils nous donnent. Et ça c'est fou, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'analyse derrière. Et ce qui nous rappelle les vieux films, c'est aussi la musique quasi constante. Moi j'ai des souvenirs, après peut-être que vous allez me taper sur les doigts, il y a des gens qui vont me dire quoi, n'importe quoi, il n'y a pas de musique dans les films des années 50. Moi la plupart des films des années 50 que j'ai vus, il y avait de la musique quasi constante. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Mais attention, en aucun cas cette musique quasi constante est outrancière. Et justement, elle colle parfaitement à merveille. Ça marque les temps forts, ça marque les comiques de situation. Il parlait en interview, il disait que c'était la Something Happening Music, et je suis d'accord avec cette description. Et on le rappelle encore une fois, le film a été fait avec $40,000, dont les moitié 3/4 sont partis dans la location de Bronson Canyon. Donc pour $40,000, c'est tellement bien géré. Ils sont smart, le film se transforme quasi en huis clos, ils sont toujours à l'intérieur de la cabane, pourtant tout ce que je viens de vous dire auparavant, ça donne du rythme et on s'ennuie pas. Et justement le fait que ça soit un peu à huis clos, malgré cette présence de la caméra et un surdécoupage quand même, parce qu'il n'y a pas trop de plans larges où on les voit tous, je veux dire on laisse place aux acteurs, mais on les laisse pas place dans un cadre aéré. Mais ça d'ailleurs je pense que c'est une volonté de Larry Blaymeyer, parce que on fait référence au film des années 50 et c'est pas mon domaine encore une fois, mais c'est vrai que le cadre était toujours un peu plus resserré, il y avait moins de plans larges, plans d'ensemble dans les années, dans ces années-là quoi. Et même avec ce cadre resserré et ce surdécoupage, on s'entend quand je dis surdécoupage, il laisse une place à ces acteurs, ce qui donne un côté un peu quasi théâtral dans ce huis clos. Et le théâtre, on le sait très bien, c'est quelque chose qui tient à Larry Blaymeyer de fou furieux. Et là, quand tu arrives à transposer du théâtre au cinéma, c'est que tu es vraiment très fort. Et quand tu transposes du théâtre au cinéma dans un film référent les années 50, moins propice à transposer du théâtre au cinéma, vous m'avez compris, vous suivez la DA, il y a du taf quand même. En somme, ce film c'est une masterclass si tu t'attends à chiller même tout seul, à rigoler tout seul, ou même à partager ça avec des amis qui sont peut-être un peu moins intéressés que toi au cinéma, mais même peut-être totalement désintéressés, tu leur montres ça, je pense qu'ils rigolent. Il leur faudra juste des bons sous-titres, parce que je l'ai regardé sans sous-titres, et ça c'est chiant, parce que j'ai pas eu j'ai pas eu à 100% des vannes, parce que déjà d'une je suis pas américain, j'ai pas toutes les refs américaines, j'ai peu de refs américaines, donc ça me fait chier d'être passé à côté de choses. J'espère qu'un jour il y a une édition DVD, je sais même pas s'il y a du français dessus, faudrait que je la prenne, mais ça coûte trop cher, j'ai pas envie de capitaliser, d'avoir trop de DVD. Ça c'est une introspection, ce n'est plus un podcast. Et si pour finir je devais faire une phrase qui résumait ce film, c'est un film des années 50 fait en 2001 avec l'humour qui marcherait encore en 2025. On est en 2025 le jour où je tourne ce podcast, novembre 2025 pour être précis, le jour où si vous tombez dessus et que vous l'écoutez pas longtemps après sa sortie, vous êtes en 2026, encore une fois, bonne année. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais pensé de ce premier visionnage de Lost Skeleton of Cadavra. Il faudrait que je le revoie d'un œil un peu plus nouveau d'ici quelques années, et sans la pression des notes, et prendre des notes, et trouver des choses, et genre juste en mode chill, full focus sur les dialogues, et se marrer, et je pense que je l'apprécierai encore plus en fait. Mais nous on va passer au prochain film de Larry Blaymeyer, et c'est un peu considéré comme une quadrilogie thématique, on va dire, qui n'est autre que Trade for the Screaming Forehead. Alors c'est pas la suite de Lost Skeleton, mais c'est dans la même vibe. En fait il a fait que 5 films, et ces 4 films se ressemblent énormément. En gros, je suis en train de rigoler parce que je vais vous faire la description du film, c'est des fronts qui possèdent des gens, des fronts aliens qui viennent dans une petite ville et qui possèdent plein de gens. Moi ça me fait penser, j'ai pas vu les films, j'ai pas lu le livre non plus, mais Body Snatchers, j'ai l'impression que c'est un peu dans la même veine DA. En plus il y a Pluribus qui sort en ce moment, c'est l'épisode 5 où je enregistre ce podcast. Les gens surmaxent cette série, alors oui elle est géniale, je pense qu'il y a un potentiel de fou, mais
calmos thermos. Bref, retour à notre pluribus de front. On va pas revenir en détail sur ce film parce que ça serait beaucoup trop long sinon. Je l'ai plus regardé d'un œil où j'ai chillé, justement, j'avais pas envie de prendre de notes. Et j'ai bien apprécié. C'est dans la même veine que The Lost Skeleton, sauf que maintenant le film est en couleur, mais il y a toujours un peu ces musiques, ces mêmes codes. D'ailleurs, en parlant de musique, j'avais teasé une anecdote juste avant et la voici. À l'époque, il regardait Monty Python Sacré Graal et il adorait la musique. Il se disait, mais d'où vient cette musique? Il regardait les compositeurs un peu, il disait The Wolf, mais qui c'est The Wolf? Et en fait, The Wolf n'était pas un compositeur, mais une société de production qui est The plus loin Wolf. Et il va donc demander à cette société de production de musique libre de droit de lui envoyer plein de CD pour les mettre dans Screaming for Head, et c'est un peu la même chose que The Lost Skeleton. Il s'est retrouvé avec plein de CD de Screaming for Head, mais je trouve un peu marrant l'anecdote de mais c'est qui The Wolf? Sauf que dans Screaming for Head, j'ai l'impression qu'on est plus dans un show des années 60, c'est-à-dire que tout a été fait en studio, et je pense que c'est volontaire qu'on voit que c'est un film de studio fait dans un studio, mais je dois avouer que malgré plein de trucs qui reviennent, hein, comme le propos féministe, comme le gag de répétition, ils vont dire, franchement ils ont dit forehead dans le film, je ne sais pas combien de fois, je pense 1000 fois ils l'ont dit, ce gag de répétition me fait extrêmement rire, tout ça ça revient, et comme je l'ai bien aimé dans The Lost Skeleton, et comme c'est Larry Blaymeyer qui le fait ici, j'aime bien, mais j'ai quand même moins accroché, tu vois, à un moment il y a un instant comédie musicale un peu, alors que j'adore les comédies musicales, et je sais pas, à ce moment là j'ai un peu décroché du film, j'étais plus dedans. Bon, le film reste quand même super marrant, à un moment t'as un front qui parle, je trouve ça hilarant, les effets ils ont fait, tu sens qu'il y a déjà plus de budget, puis le final est cool aussi, t'as tous les habitants de cette petite ville un peu désert, ça me fait penser à un western à la fin, quand t'as tous les habitants qui sont possédés, qui se retrouvent, et ça y est, c'est l'affrontement final, et c'est cool, c'est pas impactant, c'est cool. Enfin bref, ce film va sûrement lui apporter quelques fonds, puisqu'en 2007, notre cher Blaymeyer va fonder une société de production de films qui va s'appeler Bandstam Street, avec son équipe d'acteurs et ses techniciens, qui va lui permettre encore une fois de financer, cette fois-ci à hauteur de $600,000 selon IMDb. $600,000, c'est énormément plus que $40,000. Là, il y a de quoi faire. Il tourne The Lost Skeletons Return Again en 2008. Et en vrai, gros disclaimer pour celui-là. Le 1, déjà, il était pas si facile à suivre. Lui, je vous avoue que j'ai galéré à le suivre, à prendre des notes, à tout suivre. Parce que mon site de streaming, totalement légal, d'ailleurs, ça faut le préciser, totalement légal, que j'ai galéré à trouver, mais qui possède un catalogue de films assez impressionnant, et de films niches que j'aurais jamais pu trouver ailleurs, mais c'est totalement légal, mais je peux pas vous donner le nom du site parce que je m'en rappelle plus trop. Enfin bref, toujours est-il que je sais pas ce qu'ils ont fait les développeurs, c'est un peu bizarre, mais à chaque fois que tu veux mettre pause, ou à chaque fois que tu veux avancer, ou à chaque fois que tu veux revenir en arrière, à chaque fois que tu touches à ta souris finalement, et ben il y a une pop-up de site internet qui se crée, et c'est relou, c'est chiant. Même si le site est génial parce que tu peux quitter la page et revenir, ça va te remettre où t'étais dans ton film. Mais les développeurs, la prochaine fois, on paye cher, vous pensez enlever ça. Clin d'œil. Donc si tu cumules ce bug, clin d'œil, avec le fait que le film soit en américain sans sous-titres et que c'est un film dont les dialogues ont une importance incroyable avec des refs américaines que je n'ai pas, plus le fait que je doive prendre des notes, j'étais un peu, je nageais, je vous avoue, je m'y suis repris à droite, à gauche, j'ai essayé de trouver des résumés, j'ai un peu bugué, j'étais fatigué. Donc je vais essayer de vous le résumer au mieux, ça va être cafouillis, mais je pense que le film est aussi un peu cafouillis, et c'est volontaire. Là on parlait d'une multitude de personnages, là va y en avoir une pelletée de personnages, et ça va un peu m'embrouiller, mais le film nous embrouille volontairement, mais sauf que moi faut pas m'embrouiller volontairement, vous êtes américain, embrouillez-moi avec des sous-titres s'il vous plaît. Mais avant ça on va faire un petit détour sur le casting, parce que déjà il y a le retour des acteurs de The Lost Skeleton of Cadavra ainsi que de Screaming for Head, parce que ils font tous les films, c'est une bande, encore c'est la bande à Fifi, mais est-ce que là c'est la bande à Larry. Parce qu'au casting déjà on a H.M. Wynant, qui est un habitué des films de série B, il a notamment joué dans des épisodes de la 4ème dimension, rien que ça oui je sais. C'est cool d'avoir des acteurs en fait qui ont joué dans des films un peu nuls, qui viennent jouer dans des films qui parodient les films un peu nuls que t'as joué. Moi je trouve le concept cool. On a un gars qui s'appelle Frank Ditch, qui a été scénariste sur un segment de la série Creepshow de 2019, et le gars a été aussi animateur sur le film Walt Disney Atlantide. Voilà, je pose ça là, mettez du respect sur Atlantide, j'adore Atlantide. On a un gars du nom de Daniel Roebuck qui lui a joué le rôle d'un enquêteur dans le premier Destination Finale. Mais ce qui nous intéresse, c'est le nom suivant, c'est un certain Frank Ippolito. Alors ça vous dit forcément rien comme ça, sauf que le gars, il a travaillé sur les costumes de The Mandalorian, il était aux effets visuels sur Star Wars 8, et il a fait le maquillage sur Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Rien que ça, donc le gars a un CV de fou, là c'est sûr que tu vas avoir des petits monstres qui vont être sympathiques dans The Lost Skeleton Return Again. Et sinon, t'as un autre gars qui s'appelle David G. Shaw, et ce n'est autre que le scénariste, tenez-vous bien, de Critters 3. Tous les chemins mènent à Critters. Il y a du beau monde.
Il y a du beau monde dans ce film. C'est génial. Maintenant, on va passer à la partie un peu moins drôle de Lost Skeleton Return Again. Je vais essayer de vous le... On va essayer de déchiffrer ça. The jungle's every place for bitterness. It sows and reaps it like so much cane sugar. The jungle gets into your blood and builds tiny little houses of pain. And you better not be there when the rent's due, because the anaconda, funny thing, they don't know how to read a lease. Seems they Bon, le never film learn. commence par un dialogue entre deux personnages, on va juste le skip et passer au générique qui est très sympathique. Ça se voit qu'il y a du budget, hein. Les 600 000 $, on voit où il les a investis. C'est un générique avec des dessins un peu qui défilent. Et là, tu vois les qualités d'animateur. Parce que oui, il est animateur aussi, notre cher Larry Blamire, c'est lui qui a dû faire ça. Il met tout dans ce film. Il a eu le budget, il met tout ce qu'il sait faire et il a raison parce que c'est un... J'allais dire génie, mais c'est pas bien de glorifier des personnes comme ça. Donc c'est quelqu'un de très talentueux. Talentueux en animation, mais talentueux en mise en scène. Parce que t'as un moment, le générique qui se termine et t'as un dessin de squelette qui va se transformer petit à petit en un vrai squelette, du coup à la caméra filmée. Et on arrive du coup en gros plan sur cette tête de squelette. Puis la caméra fait un travelling arrière tout en panotant vers la gauche pour nous remettre dans l'axe et découvrir un Dr Fleming en furie. Visiblement, ce petit malin a de une survécu et de deux, il a gardé le squelette. Who is that? Show yourself. How can I show myself any more than I'm showing myself right now? What? The skull, idiot! The skull? Talking to me? Huh. I've been looking at too many belongings. Quiet! You will obey. Il y a un scientifique ou un gars ou je sais pas, en tout cas quelqu'un qui va chez Betty et là on apprend que Betty n'a pas vu son mari Dr Armstrong depuis 2 ans et que la dernière fois qu'elle a eu des news de lui c'était quand il était bien arrivé. Je l'ai mal expliqué, je l'ai pas du tout expliqué mais la façon dont c'est tourné c'est un peu marrant. Mais bon, faut le sauver le cher Dr Armstrong parce qu'il doit péter un câble, il est apparemment sur une île pour chercher un nouveau truc ou faire des bails de scientifiques et il faut qu'on aille le sauver, il faut qu'on aille le chercher, sauver le soldat Ryan, sauver le soldat Rambo. On va monter une équipe de scientifiques et on va se déplacer directement sur cette île. Et c'est comme ça qu'il y a une tripotée de personnes qui vont se rejoindre sur l'île qui s'appelle Amazonia. Et c'est là que le film va commencer. On a Dr Fleming qui apparaît aussi sur l'île, mais non en fait, plot twist. Peter Fleming. I heard it again. And I hear another voice right now, talking out loud. Oh, that's me. Mr. Fleming, twin, I think it's time you took a break. C'est ça qui m'a perdu aussi, parce qu'il y avait Fleming normal et le demi-frère, enfin, Fleming normal pour qui je me prends. Il y avait Fleming ainsi que son frère jumeau sur l'île, et ça switchait les personnages, ça m'a perdu ça. Amazonia, à partir de ce moment-là, ça devient un lobby, parce que t'as tous les anciens personnages ainsi que des nouveaux qui se rajoutent, qui se réunissent ici, et quand je parle d'anciens personnages, on en oublie peut-être certains, mais il y a les aliens. Les aliens, ils se recrachent ici. Comme par hasard, tiens, dis donc. On se rend peut-être pas encore compte, mais c'est très fin ce qu'il est en train de faire, Larry Blamire, parce que il nous donne ce qu'on a envie de voir, une suite débile avec juste des justifications débiles de pourquoi tout le monde se réunit ici pour donner un film débile, et il le fait encore une fois merveilleusement bien. Et on a le Forest Ranger qui réapparaît, le Forest Ranger du premier, rappelez-vous, qui était mort par le monstre. Alors on se dit mais pourquoi il était mort, et non, plot twist, c'est son frère jumeau aussi. Bref, Betty et sa troupe vont retrouver enfin Dr Armstrong, qui n'est plus le même. C'est toujours Larry Blamire qui le joue, mais c'est plus le même personnage. Cette fois-ci, on a changé d'archétype, on est allé à l'opposé. C'est un gars qui est devenu renforcé, c'est un Rambo. On parlait de Rambo tout à l'heure, c'est devenu Rambo. C'est un gars qui a connu la terreur, qui a connu l'horreur de cette île. Il est changé, il parle mal à sa femme, c'est terrible. Sourpants, how can you let him treat you this way? It's a little thing called marriage, Mr. Papin. It's pretty wonderful. You should try it sometime. Maybe I just haven't found the right girl yet. Maybe she hasn't come along yet. Maybe she already has but doesn't know it. Maybe she does, but doesn't know she does. Maybe she does know she does, but just won't admit it. Maybe she won't admit it, but doesn't know she won't admit it. Maybe she doesn't know she won't admit that she doesn't know that... You so much as look at my wife again and I swear I'll eat your hands. Bref, tous ces groupes différents de personnages vont se former des petits groupes entre eux et se diriger vers la forêt de tous les dangers pour aller récupérer un truc qui s'appelle, attention, le géranium, je sais pas combien, nouveau MacGuffin. Les aliens vont encore une fois changer de perso et encore une fois ça va être assez drôle. Je vais un peu le speedrun ce film parce que
Il est drôle, je l'accorde, mais en fait, il ressemble quand même beaucoup au The Lost Skeleton of Cadavra, donc ça ferait juste une répétition. Après, j'étais en train de glorifier la répétition dans un cadre comme The Lost Skeleton of Cadavra, c'est marrant, dans un podcast, c'est juste chiant. Et un truc que je vous ai peut-être pas dit, c'est que je crois qu'au début, c'était le jumeau du Dr Fleming qui possédait le crâne, et du coup, qui l'a ramené sur Amazonia, et du coup, qui se baladait avec le crâne étant toujours vivant, je sais même pas pourquoi il est pas mort. Mais le crâne, à un moment, je sais pas, avec ses pouvoirs psychiques, va réussir à s'envoler, et je crois qu'il va aller agresser le vrai Fleming. J'ai eu du mal à comprendre ce moment-là. Il faudrait que je re-regarde le film sans prendre de notes, j'y arriverai sans problème, je pense. Encore une fois, les aliens laissent leur bidule machin flingue traîner. C'est pas pour nous déplaire parce que c'est le retour d'Animala. Et Animala, encore une fois, en faisant comme si de rien n'était, va intégrer un groupe de scientifiques. C'est le groupe que les aliens ont rejoint. Et visiblement, ils ont la mémoire super courte, les aliens. Je vais un peu passer tous ces moments parce qu'en fait, c'est juste du dialogue, c'est marrant, il faut le voir. Mais on va arriver dans la partie la plus intéressante parce que c'est la vallée des monstres. La vallée des monstres, qui est un endroit avec des monstres GG Wellplay, mais qui est un endroit en couleur. Et ça, c'est trop bien. C'est-à-dire que ils vont passer dans la vallée des monstres, le film va se transformer en couleur, les gens qui sont restés en dehors de la vallée des monstres sont en noir et blanc, et ce qui est marrant c'est que eux, au moment de voir la vallée des monstres, ils la regardent de loin, donc leur champ il est noir et blanc, et le contre-champ sur la vallée des monstres est en couleur. Je trouve l'idée géniale. Et en plus de ça, cette vallée des monstres, ça fait beaucoup de fois vallée des monstres, mais il le répète beaucoup de fois aussi dans le film, va nous offrir des décors de fou. Je pense que c'est le gars qui a travaillé sur les films de fou qui a donné ça. Il va nous donner aussi des monstres de fou. Il y a des trilobites géants, des monstres géants en tout genre. Bon, il n'y en a pas énormément, mais il y en a un peu. Ça nous fait plaisir à nous. On a un remake du Forest Ranger qui se faisait tuer avec le monstre dans le 1 où il disait Noise in the woods. Sauf que là, c'est Sounds in the jungle. Et il meurt, pareil que son frère. On a un monstre qui va tabasser quelques scientifiques, c'est un peu marrant parce que là j'y crois vraiment à ce découpage des années 60 dans sa manière de filmer. Après la bataille contre le monstre, ils vont tomber sur un temple et dans ce temple il y a une civilisation, c'est la civilisation de Surplace. Et cette civilisation, leur particularité c'est qu'ils ont des melons sur la tête. Ils ont un melon sur la tête et une part découpée de melon sur le melon. C'est des hommes melons. On va les appeler les hommes melons, plutôt que les appeler par un autre nom qui pourrait être carrément péjoratif. Les costumes sont vraiment cool. Là encore, on va avoir une série de dialogues un peu marrants, mais compliqués à expliquer du coup, et ce serait juste une redite encore une fois. Du coup, je vais juste skip et dire que le squelette de The Lost Skeleton va attaquer les melons. Ce moment-là est un peu cafouillé parce qu'on va retrouver les aliens, on va avoir un échange entre la scientifique et la melon girl. Enfin, quand je disais les melons, c'est une femme melon qui a l'air d'être la chef des melons. Mais merde, ce podcast ça n'a vraiment aucun sens. Je vous avoue que j'ai commencé un peu à fatiguer, à décrocher jusqu'au moment où il y a une plante carnivore qui va dévorer un scientifique. Ça j'ai adoré parce qu'ici on est des fans de la petite boutique des horreurs. Mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que ça se bat pour avoir une sorte de totem en métal qui devrait du coup, de ce que j'ai compris, contenir le géranium. Un peu débile. C'est un peu marrant. Et en parlant de débilité, on a une danse débile de la meuf melon. Elle nous fait une petite danse à la Catwoman dans le 1. À la Catwoman Animala, bien évidemment, pas la vraie Catwoman, pas la Michelle Pfeiffer là. Et je pense que ça a chauffé Animala parce qu'elle va refaire sa danse, elle aussi, elle va refaire la danse pour draguer un gars qui avait le totem et pouvoir choper le totem. C'est la course au totem comme c'était la course à la météorite, c'est une redite. Et c'est enfin à ce moment-là, à 1h22 de film, c'est-à-dire 1h22 sur 1h30 et quelques, qu'il y a l'apparition du film de l'affiche. Je l'attendais celui-là parce qu'il était trop bien, le gros monstre bleu avec un œil. Il apparaît tard hein, quand même. Dommage. Mais c'est trop bien parce que ça va nous offrir... Bon, je vais mettre la sonnerie. Non pas parce que y a une scène qui est un peu choquante et border, parce que déjà elle n'est pas apparue dans ce podcast et j'ai envie qu'elle apparaisse dans ce podcast, et parce que je viens de dire que c'était cool ce qui allait se passer alors que c'est pas très cool. Donc... Ce passage est plus que border! Carnivorace des approuves! C'est gentil, le monstre va juste tabasser un mec et le prendre par les jambes et le secouer dans tous les sens et le tourner. On voit bien que c'est un mannequin, mais c'est bien fait. Animala va donner le totem au monstre. Le monstre va s'enfuir. On a quelqu'un qui crie Fleming, ça doit être le squelette, je sais pas, j'ai écrit Fleming, j'imagine que c'est quelqu'un qui crie Fleming, j'ai déjà oublié, alors que je l'ai eu il y a pas si longtemps, c'est pour vous dire. On a un générique où on nous montre qui est derrière les différents costumes. C'est marrant parce que du coup, tu as le gros costume avec l'œil, ça enlève et ça montre l'acteur en dessous. Sauf que la dame melon, elle avait juste ce chapeau melon, on voyait très bien sa tête, elle l'enlève en mode ah, c'était moi en dessous, j'ai trouvé ça un peu marrant. Bon, qu'est-ce qu'on en pense ce film? En vrai, c'est un peu comme le 1 en moins bien. Il y a toujours les mêmes codes, sauf que là, on touche à tous les genres de série B, du film d'aventure, j'irais même jusqu'à dire la romance. Il y a toujours cette écriture qui est minutieuse, mais en même temps, il y a une tripotée de personnages
personnages qui, j'avoue, m'ont un peu perdu dans les dialogues, dans la mise en scène, dans comment tout ce schmilblick s'assemble, ça m'a un peu perdu. Ce n'est peut-être pas la faute de Larry Blaymeyer, c'est peut-être la mienne parce que d'une c'était en américain, je prenais des notes, le site légal, clin d'œil buguait, mais je dois avouer que j'étais quand même un peu perdu par instant, je m'en excuse. Après il y a de la fraîcheur hein, comparé au 1, il y a une mise en scène qui là peut se permettre quelque chose par le budget et qui j'ai bien l'impression ça donne beaucoup plus à une découpe qui est clairement inspirée des années 60. On sait pas trop où placer la caméra, on filme l'action au mieux et tout se passe dans la scène et non pas dans la caméra. J'espère que c'est compréhensible ce que je suis en train de raconter. Et cette volonté de mise en scène, ce découpage si spécifique, j'ose espérer que c'est une volonté de mise en scène de Larry Blaymeyer. Et j'en doute pas, quand je vois son travail, ça se voit qu'il s'est mangé énormément de films de ces années-là, et ça se voit qu'il essaye de retranscrire au mieux les codes, donc c'est même pas j'ose espérer, c'est je pense sincèrement. Et ça rend le film super sympa, mais ça ne me donne pas assez de matière pour rajouter beaucoup plus de choses que sur le premier. On est dans la continuité, on pousse juste les bouchons plus loin parce qu'on peut se le permettre avec le budget. On n'a peut-être pas forcément l'habitude dans ce podcast, mais il est très courant qu'une suite soit juste le 1 sans saveur. Vraiment, je pourrais en donner 1000 des exemples, est-ce que je vais le faire? Non, vous les avez forcément en tête vous. Et j'ai envie de croire que Larry est parti dans cette DA un peu de parodier le pattern de la suite ratée avec sa patte. Et si c'est ça, c'est plus que réussi parce que oui, on reprend les persos qui ont soit muté dans un nouvel archétype, soit qui n'ont pas appris de la morale du 1 et qui recommencent bêtement. En fait, il n'y a pas de juste milieu. Puis à ça, tu vas rajouter plein de nouveaux personnages qui sont totalement lunaires et aucunement contrebalancés. Puis avec ça, tu crées un giga bordel en rajoutant des retcons qui vont rendre ta timeline complètement illisible et pleine d'incohérences. Et oui, on peut appeler ça une bonne mauvaise suite. Bonne parce qu'on l'aime bien et mauvaise parce que c'est objectivement nul. Et dans ce cas-là, Larry Blaymeyer, il excelle. Donc c'est un grand oui, il faut voir The Lost Skeleton Return Again, mais je pense pas directement à la suite. En fait, je pense que même il faut plus la voir comme une parodie de suite et non comme une suite. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, non, techniquement, t'es obligé d'avoir vu le 1 pour voir le 2. Non, t'es même pas obligé. Ah, comprenez-moi. Mais je pense que d'une manière générale, il faut voir tous les films de Larry Blaymeyer parce qu'ils sont vraiment trop cool et pas faire comme j'ai fait l'erreur moi de les regarder tous à la suite. Enfin, je les ai pas regardés à la suite, j'ai espacé avec un autre film, mais c'est trop... je l'ai fait pas dans le bon cadre, je pense. Ça me fait un peu suer parce que dans ce cadre-là, de devoir absolument voir ces films avant une date donnée pour enregistrer parce que j'ai pas le temps, enfin bref, là n'est pas la question. J'ai peut-être un peu moins kiffé les films, surtout pour Dark and Stormy Night, donc c'est le suivant, je vous parlais d'une quadrilogie avant, c'est le dernier, qui lui est vraiment trop cool, et je pense que si je l'avais vu un peu plus espacé, je l'aurais un peu plus kiffé. Alors attention, j'ai kiffé le film, déjà, j'étais prédisposé à le kiffer dans tous les cas, parce qu'il me fait énormément penser à un épisode de Family Guy que j'adore, où ils sont tous invités dans le manoir de James Wood, et il y a des meurtres, je crois que c'est l'épisode 1 de la saison 9, j'avais vérifié, et en somme, c'est vraiment une adaptation d'Ils étaient 10 d'Agatha Christie, je ne dirais pas le titre original. Sauf que là, ils sont pas 10, ils sont 20 000 et c'est à mourir de rire. T'as plein de persos qui se réunissent pour l'héritage d'un gars, mais la moitié des persos, ils n'ont rien à faire là. T'as le chauffeur de je sais pas quoi qui réclame de l'argent à... Fatigué, je suis fatigué. Je pense que j'étais fatigué aussi quand j'ai pris mes notes parce que j'ai mis les running gags qui fonctionnent, oui, logique. Les dialogues sont pépites, oui, comme à chaque fois. La parodie est vraiment bien appliquée. Oui, toi tu t'appliques pas par exemple. Et l'ambiance du film renvoie totalement au film d'enquête noire des années 50, c'est obvious. Voilà, mes notes sont évidentes. J'étais fatigué en faisant mes notes, je suis fatigué en parlant. Mais en vrai, je pense que c'est le meilleur film de Larry Blaymeyer. En tout cas, c'est le prime de moi, ce que j'ai pu voir. Ça se bat avec Lost Skeleton quand même, parce que j'adore Lost Skeleton. Ah non, je pensais quand même Lost Skeleton. Ah, bon, c'est pas le moment de débattre. Après, j'ai que vu 80% de sa filmographie, il reste un film. Il reste un film qui s'appelle Meet the Mobster en 2005. Il est sorti en 2009, Dark Stormy Night, et 2005, Meet the Mobster. Peut-être qu'un jour, je pense que du coup, je vais apprendre de ma leçon et je vais espacer ce moment, et je le regarderai. Comme je regarderai The Lost Skeleton of Cadavra, The Return of Lost Skeleton, enfin, la quadrilogie dont je viens de vous parler, je la regarderai à tête plus reposé. Mais en tout cas, c'est une super découverte, Larry Blaymeyer, autant sa carrière que les films qu'il a pu produire avec ce podcast. Je suis tellement content d'avoir découvert ça. Enfin, le gars, en plus d'être un gros nerd de films de monstres en noir et blanc, c'est aussi un acteur, un scénariste, un réalisateur, un écrivain de pièces de théâtre, un animateur, un beau gosse, tout ce que vous voulez, mais faut savoir qu'il est aussi écrivain tout court. C'est fou, le gars a... Combien de casquettes il a? C'est un gars qui a énormément contribué, qui contribue énormément aux commentaires audio des films un peu sci-fi, un peu DVD, ça c'est trop bien, nous on veut ça, des petites anecdotes croustillantes, il faut des mecs comme ça. Il contribue aussi au doublage,
il contribue à tellement de choses ce gars-là, et une petite perle pour l'art en fait. C'est carrément admiratif de voir des gens comme ça. D'ailleurs en 2012 sur sa page Facebook, il va parler d'un 3e opus à la saga des Skeletons, des Lost Skeletons, qu'est-ce que je raconte, c'est The Lost Skeleton Walk Among Us. J'ai envie de voir ce film, mais c'était en 2012, ça fait plus de 10 ans, ça va bientôt faire 15 ans. À mon avis, il n'est pas prêt de voir le jour. Et on n'a pas eu trop de news. Mais bon, s'il sort un jour, de toute façon, j'ai pour projet, si plus tard je continue ce podcast, d'ici 3, 4, 5 ans, de faire 1 ou 2 épisodes où je parle de toutes les suites qui sont sorties des sagas qu'on a chroniquées. Donc ça se trouve, il sera dedans. On espère, on croise les doigts. Mais nous, pour l'heure, on a terminé ce podcast, ça me fait extrêmement du bien. En fait, c'est tellement bien, j'adore parler, mais c'est hyper sportif parce que je me reprends plein de fois. C'est long. C'est long et ça me fatigue, c'est pour ça que je pense qu'il y a une baisse de régime tout au long du podcast, peut-être pas dans mes précédents podcasts, mais dans celui-là je pense qu'au montage je vais le ressentir, la baisse de régime. Mais on peut signer la fin de ce podcast, on peut s'applaudir, c'est génial, applaudissez-moi. Je pense qu'il y a personne qui va applaudir parce qu'il n'y a jamais personne qui ne sera arrivé au bout de ce podcast. Merci à vous. Bon, en tout cas j'ai kiffé faire ça, je sais pas quand est-ce que j'enregistrerai le prochain podcast parce que là je vais pas avoir le temps, c'est pour ça que j'ai enregistré des podcasts quand j'avais le temps en avance, mais j'ai pour projet de faire une longue saga une très longue saga, et de changer un peu, de moins d'écrire les films mais plus survoler les films et plus analyser les films. La saga, elle comporte 17 films, 18 films. C'est beaucoup, je crois qu'il y a une comédie musicale en plus, je vais en baver, cette saga elle a l'air inintéressante à souhait, mais c'est ce qu'on aime, on aime se faire du mal, et on va revenir un peu plus dans les origines de Carnivoras, un peu plus violente, un peu plus sanglante, mais ça fait du bien aussi de parler de bons films de temps en temps, même si on a beaucoup parlé de bons films, il n'y avait que Evil Knight qui n'était pas bon, et non, la majorité des films qu'on chronique ne sont pas bons dans les notes, mais en fait, comme tu prends le temps de les analyser, de les regarder, ils deviennent bons parce que tu as envie qu'ils soient bons. Bref, moi je parle beaucoup trop, je suis beaucoup trop fatigué, merci à vous, et des bisous. C'est horrible de conclure un podcast, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté de ce truc, du coup je vais juste m'arrêter maintenant. Turning this peaceful little town.